Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette vidéo de magnétostatique où on va appliquer le théorème d'Ampère dans un cas très classique, c'est la détermination du champ magnétique au sein d'un solénoïde infini. Donc ça va se faire à travers cet exercice. Je vous encourage donc à mettre la vidéo sur pause pour chercher l'exercice et après écouter la vidéo et la correction pour que ce soit profitable pour vous. On va ici faire un exercice en 4 questions. Donc dans un premier temps, on précisera rapidement ce qu'on appelle un solénoïde infini. On montrera que le champ à l'intérieur du solénoïde est uniforme sans le calculer dans un premier temps, et ensuite on déterminera l'expression du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. Alors en fait, on peut directement faire la question 3 sans faire la question 2, puisqu'on va s'apercevoir que le résultat de la question 3 est un résultat indépendant du point que l'on considère à l'intérieur du solénoïde, mais comme parfois il nous est demandé juste de démontrer que le champ à l'intérieur du solénoïde est uniforme, j'ai ici mis la question 2 pour que vous sachiez faire les deux. Mais c'est-à-dire que si on vous demande l'expression du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde, ce n'est pas la peine de faire la question 2 avant, puisque vous allez montrer naturellement qu'il est uniforme. Donc on peut dire que la question 2 pourrait être facultative dans cet exercice. Et enfin, un peu de révision d'induction où on nous demandera, à partir du résultat que nous venons de trouver, quelle est l'inductance d'une bobine de longueur L et de section S possédant n spires par unité de longueur. Alors allons-y. Le solénoïde infini, on peut le représenter comme ceci. On peut supposer qu'il a une longueur L, un diamètre D. On va supposer qu'il est sa section est un disque. Et on peut nous demander à quelles conditions ce solénoïde peut être considéré comme infini. Eh bien, on adoptera le modèle du solénoïde infini si la longueur est très grande devant le diamètre. Et donc dans ce cas-là, l'approximation que nous ferons sera bonne, sauf bien entendu quand on commencera à se situer près des bords du solénoïde où des effets de bord apparaîtront. Mais voilà, tant qu'on n'est pas trop près des bords et que la longueur est grande devant le diamètre, les résultats que nous trouverons sont valides. Alors, ce solénoïde a n spires par unité de longueur. Comme il est infini, je ne peux pas donner le nombre de spires du solénoïde puisqu'il est infini. Par contre, je peux donner le nombre de spires par mètre. C'est ce qu'on appelle petit n. La représentation ici, à gauche, nous permet de bien visualiser le système que nous étudions, mais n'est pas très pratique pour faire la démonstration, pour poser les schémas qui nous seront nécessaires, notamment lors de l'application du théorème d'Ampère. Et donc c'est pourquoi on adopte souvent plutôt la représentation ici de droite, où en fait, vous voyez, ici, vous avez une spire qui vient vers vous et qui repart vers l'extérieur. Et donc on a coupé en fait le solénoïde donc dans une coupe, hein, dans un plan de coupe, et donc on ne voit, plutôt que de voir une spire, si on a une spire comme ça, eh bien on voit juste le courant qui arrive ici et le courant qui repart par là. Et vous voyez ce couple ici avec le courant qui vient vers nous et ici le courant qui repart, eh bien ça définit en fait une spire. Donc voilà comment est modélisé. On voit tout de suite qu'on a un système à symétrie cylindrique avec un axe de révolution qui est ici, et donc on va s'intéresser à un point M à l'intérieur du solénoïde. Et bien ce point M il va être repéré par sa distance R à l'axe, et donc là on aura le vecteur ER de base associé, ER, Eθ, EZ, donc on va définir un repère cylindrique, donc Eθ va venir vers nous, et EZ sera le vecteur collinéaire à l'axe de révolution. Donc c'est le vecteur qui sera associé à la coordonnée Z. Donc on va dans un premier temps faire l'étude des symétries et des invariances, comme toujours avant d'appliquer un théorème d'Ampère, et on verra après comment montrer que le champ magnétique à l'intérieur du solénoïde est uniforme. Alors petite précision, on admet dans cette démonstration que le champ magnétique à l'extérieur du solénoïde est nul, et c'est une hypothèse qu'il nous faut admettre pour trouver le champ à l'intérieur. Ce n'est pas si simple à démontrer. On peut faire un travail à partir des lignes de champ, de l'étude des lignes de champ à l'extérieur du solénoïde, mais c'est loin d'être quelque chose de simple à montrer, donc c'est ici une hypothèse qu'on vérifie expérimentalement et qu'on admet. Alors on peut aussi partir sur le solénoïde torique, et en voyant le solénoïde infini comme un cas asymptotique du solénoïde torique, on peut justifier également que le champ magnétique à l'extérieur du solénoïde est nul, mais ici c'est pris comme une hypothèse de la démonstration. Alors, théorème, symétrie invariance, cherchons des plans de symétrie de ce solénoïde infini. Eh bien, on voit tout de suite que M, ER, Eθ est un plan de symétrie de la distribution de courant, qui est représenté par les spires ici, et on sait que B en M sera perpendiculaire à ce plan,
sera porté par le vecteur directeur, le vecteur unitaire EZ. Donc on aura B collinaire à EZ. Il nous reste à savoir maintenant de quelle variable dépend B de M. Alors ces variables, pour repérer le point M en coordonnées cylindriques, nous avons R, θ et Z. Alors revenons un petit peu sur le schéma. Eh bien, nous voyons que la distribution de courant que nous étudions ici, elle est invariante par rotation d'angle θ. Si je me mets au point M et que je fais varier θ, je vois toujours la même distribution de courant autour de moi. De par le fait que le solénoïde est infini, on a aussi une invariance de la distribution de courant par translation suivant EZ. En revanche, il n'y a pas d'invariance par translation suivant ER. Donc, en résumé, le champ B va être... on voit que la distribution de courant est invariante par translation suivant EZ. Et rotation suivant Eθ. Et bien ça nous permet d'éliminer les variables Z et θ de la dépendance de B. Et on en déduit donc d'où le champ magnétique est à une intensité qui dépend de la distance R à l'axe de révolution a priori et est portée par EZ. Donc voici le premier résultat important. Avant d'appliquer un théorème d'Ampère, comme pour le théorème de Gauss, il fallait faire les symétries et les invariances puisque ces deux théorèmes ne s'appliquent que dans des cas à haut degré de symétrie. Il nous faut donc maintenant appliquer le théorème d'Ampère et dans un premier temps, nous allons démontrer que le champ B ne dépend pas du point auquel on se situe à l'intérieur du solénoïde, alors que l'étude des invariances avait montré que potentiellement il pouvait dépendre de R. Alors je vais refaire un schéma rapide, parce qu'on va devoir dessiner des contours d'Ampère, donc il ne faut pas être avare de schéma pour que les choses soient claires. Donc rapidement, hop, etc. Je redessine l'axe de révolution, et donc on nous demande de montrer que B ne dépend pas de R à l'intérieur du solénoïde. Autrement dit, si je prends un point M, prenons un point M ici, un point M', ici, ils ne sont pas à la même distance de l'axe, puisque l'un est à la distance R, l'autre est à la distance R'. On veut démontrer qu'en fait le champ en M et en M' sont les mêmes. Alors comment faire? Il nous faut, avant d'appliquer le théorème d'Ampère, choisir un contour d'Ampère. Alors les propriétés que ce contour doit avoir, c'est que 1, il doit être fermé. Donc c'est un contour fictif, c'est-à-dire c'est juste un outil dans notre démonstration, mais il n'a pas de réalité tangible. Donc il doit être fermé. Comme on cherche à relier le champ en M et en M', eh bien il va falloir qu'il passe par M et M', ce contour. Et puis il faut qu'il soit cohérent avec les symétries, avec la direction du champ magnétique qu'on étudie. C'est-à-dire que le champ magnétique est suivant EZ. Eh bien il faudra que B scalaire DL, que le vecteur DL qui oriente ce contour soit collinéaire à EZ, de telle sorte que le produit scalaire soit facile à exprimer, soit perpendiculaire. Et donc là le produit scalaire sera nul entre B et DL. Donc on voit bien que si le vecteur DL qui oriente le contour peut être comme ça ou comme ça, eh bien la forme la plus simple pour faire un contour fermé, c'est celle-ci. Je vous rappelle qu'il faut toujours orienter votre contour. L'orientation est une convention, c'est un choix. Je décide de l'orienter comme ça et j'appelle delta L ici le vecteur directeur, le vecteur qui oriente, déplacement élémentaire qui oriente le contour. Donc je définis mon contour d'Ampère. Contour d'Ampère, c'est donc, on va mettre un rectangle. Alors j'appelle ici petit h, par exemple la longueur de ce rectangle, et puis ici on a R'-R qui est cette largeur. Donc le rectangle de côté de longueur h est R'-R orienté par dl. Donc voici le contour d'Ampère que nous allons delta L, que nous allons choisir, et nous allons donc maintenant appliquer le théorème d'Ampère. Alors pour appliquer le théorème d'Ampère, nous disons que l'intégrale de B scalaire delta L sur le contour d'Ampère, que je note CA ici, est égale à mu0 fois I enlacé par ce contour. Il faut donc exprimer le membre de gauche, le membre de droite. Le plus simple ici, c'est le membre de droite, puisqu'on regarde qu'à l'intérieur du contour, eh bien, il n'y a aucun courant qui est enlacé. On voit bien ici que le contour n'enlace aucun courant. Vous n'avez aucun courant qui traverse la surface ici que je hachure. Et donc, mu0 I enlacé vaut 0.
Maintenant, exprimons le membre de gauche, la circulation de B sur ce contour. Alors, bien on voit que dl, selon la partie du contour sur laquelle on se situe, je vais zoomer sur le contour, dl suit le contour de cette manière-là. Donc il ne s'exprime pas de la même manière sur les 4 portions du contour. Donc il va falloir distinguer ces 4 portions, donc je vais nommer pour cela 4 points, A, B, C et D, qui sont les coins en fait, du rectangle, et on va séparer l'intégrale en 4 parties, de telle sorte qu'on va réussir à exprimer dl dans chacun des cas. Donc l'intégrale sur le contour fermé se résume en 4 intégrales sur des contours cette fois-ci ouverts, A et B n'est pas fermé, donc le segment AB n'est pas fermé, donc on a l'intégrale de AB de B scalaire dl, l'intégrale de BAC de B scalaire dl, l'intégrale de CAD de B scalaire dl, et l'intégrale de DAA de B scalaire dl. B est toujours porté par EZ, ça c'est l'étude des symétries qui nous l'a montré. EZ, je rappelle, c'est le vecteur directeur dans cette direction-là. On voit bien que sur le segment AD, DL est porté par ER, et sur le segment BC, DL est aussi collinaire à ER. Entre AD et BC, voilà. Donc autrement dit, entre AD, entre D et A, ici, et entre B et C, B et DL sont orthogonaux. Et donc B scalaire DL vaut 0. Donc ça, je peux l'annuler directement. Ces deux termes sont annulables directement. 0 car B perpendiculaire à DL. Et de la même manière ici, 0 car B perpendiculaire à DL sur ces deux portions. Alors après, il nous reste de A à B. Alors de A à B, si on regarde, eh bien delta L, le vecteur déplacement élémentaire, c'est une petite quantité, c'est une petite longueur, delta L, portée par EZ. Donc ici, le vecteur delta L ici vaut delta L porté par EZ, puisque je rappelle que EZ, c'est ce vecteur. A contrario, ici, le delta L, eh bien c'est tout le temps une petite quantité, une petite longueur, delta L, mais portée par moins EZ, puisque elle est orientée vers la gauche. Donc, autrement dit, de A à B, delta L, c'est delta L porté par EZ, mais de C à D, delta L, c'est delta L porté par moins EZ, puisque le vecteur delta L est orienté vers la gauche. Ici, de A à B, nous avons le champ magnétique B sur le contour AB, c'est-à-dire le champ magnétique qu'on a au niveau du point M. Et comme il ne dépend que de R, eh bien, il a la même valeur sur toute la ligne de A à B. De C à D, nous avons cette fois-ci, rappelez-vous, c'était le champ magnétique au niveau du point M'. Donc, ici nous avons B en M', et ici nous avons, pardon, de A à B c'était B en M, excusez-moi, hop, B en M, et ici c'est B en M'. Et B en M, on sait que c'est B de R, EZ. B en M', c'est B à la distance R' de l'axe, porté par EZ, vu qu'on a vu que B ne dépendait que de la distance à l'axe, d'après les invariances. Donc, ceci étant dit, donc la somme de ces 4 termes est égale à 0, je vais pouvoir, EZ scalaire EZ fait 1, je peux donc simplifier mes intégrales. J'ai l'intégrale de A à B de B de R delta L, moins l'intégrale de C à D de B de R' delta L qui vaut 0. De A à B, R est une constante. Puisqu'on est sur une horizontale, la distance entre tous les points qui sont sur le segment AB et l'axe de révolution est constante. Donc R constant sur AB, donc je peux sortir B de R car B ne dépend que de R, et de la même manière, R' ici est constant sur CD. Donc je peux sortir B de R'. Et donc on se retrouve avec B de R fois la somme de AB des longueurs élémentaires, moins B de R' fois la somme de CAD des longueurs élémentaires, mais la somme de AB de toutes les petites longueurs élémentaires, bah, c'est la longueur du segment AB qui vaut H, et de la même chose, de CAD, la somme des petites longueurs élémentaires qui sont toutes positives. Et bien ça fait la longueur du segment CD qui vaut H aussi, donc ces deux termes-là valent tous les deux H, et vous voyez qu'on obtient tout de suite, par simplification par H, que B de R égale B de R'. Autrement dit, B en M ici est égal à B en M', avec M et M' qu'on avait choisi comme étant des deux points distincts à l'intérieur du solénoïde. Et donc, ça veut dire quoi, hein? Donc je rappelle, on avait
solénoïde comme ça. On avait pris deux points M et M' au hasard. Voilà, M et M' au hasard dans le solénoïde, et on vient de montrer que le champ magnétique en ces deux points est le même, et donc que le champ magnétique est uniforme dans le solénoïde. Donc le champ B est uniforme au sein du solénoïde. Et donc dans la question 3, on va s'intéresser à quelle est la valeur de ce champ B. C'est-à-dire qu'elle est la même en tout point inter du solénoïde, et que vaut-elle? Alors, eh bien, on va réappliquer le théorème d'Ampère. Alors, je ne vais pas refaire les symétries et les invariances, on sait toujours que B est la forme B de R au Z, mais on va utiliser un autre contour désormais pour déterminer la valeur du champ. Donc, encore une fois, on redessine notre schéma, et on va se servir du fait de l'hypothèse de l'énoncé que le champ magnétique à l'extérieur du solénoïde est nul. Donc on va toujours prendre un point M à l'intérieur, et puis on va essayer de prendre un contour qui passe par ce point M, donc en fait c'est toujours un contour rectangulaire pour qu'il soit cohérent avec les symétries de l'énoncé, et puis on va faire sortir ce contour de telle sorte qu'ici, il soit dans la zone à l'extérieur où le champ magnétique est nul. Et regardez ce qui va se passer. Nous orientons notre contour, bien évidemment, donc delta L est orienté comme ça, je définis à nouveau A, B, C, D. Le point M est à une distance R de l'axe de révolution. On a toujours le vecteur EZ unitaire et horizontal. Notre contour d'Ampère, c'est donc le rectangle ABCD qui est dessiné, donc je n'ai pas besoin de dire plus que ça, orienté par DL. Et donc le théorème d'Ampère ici va s'écrire comme étant la somme des B scalaires delta L sur le contour d'Ampère égale mu0 I enlacé. On calculera I enlacé un peu plus tard, parce qu'il est moins évident que tout à l'heure. J'appelle toujours H la longueur de mon contour, et on va exprimer l'intégrale de BDL sur le contour d'Ampère. Encore une fois, on va séparer entre AB, BC, CD et DA. Voilà. Et on va, de la même manière que précédemment, voir qu'entre B, C et DA, B et DL sont orthogonaux. Donc ça nous permet de tout de suite annuler les termes B scalaire DL de ces deux-là. Et de C à D, nous sommes à l'extérieur du solénoïde. Donc de C à D, B vaut 0. Ce qui va annuler le terme de C à D. Donc c'est pas pour la même raison que ce qui se passait de B à C de DA, mais l'intégrale de C à D est aussi nulle pour la circulation de B. Il nous reste l'intégrale de A à B. Sur A à B, DL, nous le voyons ici, il est de la forme delta L, une petite longueur portée par le vecteur EZ qui va vers la droite. B, nous avons vu que c'était BREZ. Et donc, nous avons l'intégrale de A à B de B de R delta L. Et nous savons que R est constant sur AB, de la même manière que nous avons fait dans la démonstration précédente. Et donc ça va donner B de R fois H. Donc voici la circulation de B sur le contour d'Ampère que nous venons de définir. Il nous faut désormais définir mu0 I enlacé. Alors pour ça, nous allons retourner voir le contour. Quel est le courant enlacé par le contour? Eh bien, à chaque fois qu'une spire ici est présente dans le contour, il y a un courant I qui est enlacé. Donc il suffit de compter le nombre de spires qui traversent la surface définie par le contour. Eh bien, comme nous avons n spires par mètre, n spires par unité de longueur, et que nous avons une longueur de h mètres, s'il y a n spires par mètre et qu'on a h mètres, il y a donc n fois h spires. Chaque spire permet à un courant I d'être enlacé, et donc le courant enlacé, c'est le nombre de spires enlacées n fois h, le nombre de spires par mètre fois le nombre de mètres, fois I qui est enlacé à chaque fois qu'une spire est présente. Il faut toutefois s'assurer du signe. Le contour est orienté comme ça,
Et donc on compte positivement les courants qui traversent le contour dans le sens défini par la main droite. Alors là ça tombe bien, vu comment j'ai orienté le contour, comme ça, ce sont les courants qui viennent vers nous, comme ça, qui sont comptés positivement, et c'est le cas ici des courants qui sont représentés, donc on met bien un plus. On est aussi heureux de voir qu'au final H se simplifie, et donc on a B de R qui vaut mu0 NI. Autrement dit, le champ B à l'intérieur du solénoïde, c'est mu0 NI EZ. Donc voilà pour cette démonstration extrêmement classique d'application du théorème d'Ampère. Ce sont des démonstrations très classiques qui tombent régulièrement dans les sujets d'écrit ou d'oral. On est vraiment attentif dans ces démonstrations à la rigueur avec laquelle vous les mettez en œuvre. C'est-à-dire que c'est pas uniquement trouver le résultat qui compte, c'est vraiment pas ça l'intérêt principal, c'est surtout d'être capable de donner tous les arguments aux différentes étapes et de faire proprement la démonstration. Alors, une petite question d'ouverture, en déduire l'inductance du solénoïde. Alors comment on définit l'inductance d'un système? Eh bien le coefficient d'inductance, c'est le rapport entre le flux propre qui traverse le solénoïde, c'est-à-dire que le flux magnétique que le solénoïde se crée à travers lui-même, puisque le solénoïde crée un champ magnétique qui le traverse, donc il va y avoir un flux du champ magnétique créé par le solénoïde à travers le solénoïde. C'est ce qu'on appelle le flux propre. Ce flux propre, il est proportionnel au courant. Plus il va y avoir de courant, plus il va y avoir de champ magnétique, plus il va y avoir de flux propre. Et le coefficient de proportionnalité, c'est L, l'inductance du solénoïde. Donc, je crois que j'ai déjà appelé L la longueur du solénoïde dans l'exercice, je vérifie. Voilà, donc on ne peut pas appeler L l'inductance du solénoïde, donc je vais mettre L majuscule, donc ça sera l'inductance du solénoïde. Donc L, c'est le flux propre sur I. Alors c'est quoi le flux propre? Déjà on va calculer le flux vu par une spire du solénoïde. Le solénoïde il est constitué de beaucoup de spires. Regardons une spire du solénoïde. Alors là, une spire du solénoïde elle est comme ça. Hop. Donc le flux vu par une spire c'est l'intégrale sur la spire de B créé par le solénoïde scalaire ds. Alors delta S je vais l'orienter perpendiculairement à la spire comme ça. Donc en fait il est collinéaire au vecteur EZ. Et B, je viens de démontrer que c'est mu0 NI EZ. Donc on voit bien que les EZ scalaires EZ vont se simplifier. Il va rester la somme sur la spire des mu0 NI delta S. Mais ça, c'est une grandeur qui ne dépend pas du point sur lequel, de la surface sur laquelle vous intégrez. C'est une grandeur uniforme, mu0 NI. Donc je peux le sortir de l'intégrale et vous allez avoir mu0 NI fois la surface d'une spire. Ça, c'est le flux vu par une spire du solénoïde. Le flux total vu par le solénoïde, le flux propre, c'est le nombre de spires, donc n fois la longueur du solénoïde, fois le flux d'une spire. Ça, c'est le nombre de spires du solénoïde. Et donc, eh bien, il suffit de remplacer mu0 n carré LS I, et donc l'inductance propre, c'est le coefficient de proportionnalité entre phi0 et I, et elle est ici. Alors, le nombre de spires petit n, c'est le nombre de spires par mètre, c'est aussi le nombre de spires total, divisé par la longueur du solénoïde. Ça, c'est aussi le nombre de spires par mètre, ce qui fait que L peut s'écrire d'une manière un peu différente, en étant mu0 n carré S sur L. Donc S, la section du solénoïde, L, sa longueur, et L ici étant l'inductance. L ici étant l'inductance du solénoïde, qui est mu0 n carré S sur L, avec N le nombre de spires total. Donc voilà comment on démontre le coefficient d'inductance d'un solénoïde infini.